Vous êtes docteur en neurosciences, donc c'est un domaine d'expertise que nous n'avons pas. Donc, on va essayer de tout apprendre par cœur. Ensuite, du point de vue théorique, éventuellement essayer de nous opposer de temps en temps s'il le faut, mais peut-être il ne le faut pas. Dans ce cas-là, on va juste vous écouter avec enthousiasme. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir, c'est un honneur. Alors, heureusement, je ne suis pas le seul spécialiste de ces questions en France. Il y a de plus en plus de personnes qui se mobilisent pour essayer d'intégrer la psychologie humaine en fait, aux stratégies de transition écologique. Et j'en dirai deux mots à la fin. Je pense que le but de ma petite présentation, je pense que j'ai trois quarts d'heure, c'est ça, quelque chose comme ça, pour laisser le temps de discuter. J'essaie de le tenir. Tout à fait. C'était vraiment en fait plus que de vous faire une leçon en fait sur comment dire, les points de blocage qui peuvent se passer au niveau comportementaux sur les enjeux de transition, plus vous donner à voir en fait comment est-ce qu'on aborde ces questions et comment est-ce qu'on met finalement nos disciplines au service de ces enjeux de transition. Parce que vous l'avez dit, donc moi j'ai un doctorat en neurosciences cognitives. Alors c'est pas uniquement en neurosciences, j'ai fait un doctorat au croisement de plusieurs disciplines, en psychologie sociale, en neurosciences, et un peu en théorie des jeux aussi, parce que je m'intéresse aux interactions entre individus et aux dilemmes de coordination, etc. Et quelque part, ce que j'ai retiré de ce doctorat et de mes études, c'était surtout le fait que les sciences cognitives, le domaine dont je suis issu, c'est la conjonction de plein de domaines de recherche dont font partie les neurosciences. Et donc, je ne suis pas forcément convaincu que les neurosciences seules peuvent apporter énormément à cette question qui est de favoriser la transition écologique. Par contre, les neurosciences participent de ce programme que sont les sciences cognitives, au même titre que la psychologie cognitive, la psychologie clinique, la psychologie sociale, ou en tout cas certaines chercheuses et chercheurs en psychosocial, même des sciences humaines, en économie, en sociologie. Donc, il y a énormément de disciplines qui convergent dans ce programme de recherche-là, dont je suis issu. Et en fait, la question que moi je me pose avec mes collègues, en tout cas, c'est finalement comment est-ce que ces disciplines-là, ces connaissances qu'on a des comportements humains, de notre cognition, donc finalement comment est-ce que la manière dont on se représente l'information, dont on interagit avec nos environnements, vont produire tel ou tel comportement, qui soit individuel, mais aussi des comportements de groupe. Comment émergent des normes sociales, comment est-ce qu'on se synchronise ou on se coordonne avec d'autres individus. Ça, finalement, c'est des dimensions qui touchent aux sciences cognitives, aux sciences sociales. Et donc, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut mettre ces disciplines au service des enjeux de la transition écologique, au même titre que d'autres disciplines, en économie, en sciences politiques, en philosophie, quoi. Et donc, c'est ça qui, finalement, pousse le travail que je fais. Et je le fais dans deux endroits. Un au ActLab, qui est en fait une structure qui se veut être un pont entre le milieu académique, donc toutes les connaissances qu'on a au niveau académique, en fait, sur notre psychologie, et sur nos comportements, qui restent souvent cloisonnés dans les labos, et le terrain de la transition écologique, les ONG, les assos, les collectivités locales, etc. Et donc, le but, c'est de créer un endroit où on peut échanger, réfléchir, produire des savoirs. Et mon activité consiste en grande partie à faire la recherche-action et donc à accompagner des villes, à accompagner des collectivités. Et ça, je le fais au sein d'une seconde structure qui est le laboratoire des déviations écologiques, et j'en parlerai un petit peu à la fin. Il faut voir que le ActLab, c'est un endroit de réflexion commun à l'intersection des sciences cognitives et de la transition. Et le labo, c'est une manière de tester, d'expérimenter et de faire des choses. Et donc, en fait, quand j'ai abordé ces questions au départ, la question qui m'animait, c'était surtout, en fait, comment est-ce qu'on intègre ces dimensions humaines aux enjeux de transition? Parce qu'on a d'un côté des grands bouleversements, je pense que vous avez dû en parler, que ce soit en termes de dérèglement climatique, mais aussi en termes de chute de biodiversité, mais pas que. On parle de plus en plus de limites planétaires pour essayer d'avoir une approche intégrée de ces enjeux, qui n'est pas uniquement climat, réduction des émissions de gaz à effet de serre, et qui prend en compte en fait tous les changements qui sont nécessaires d'opérer bien pour rester dans ces limites planétaires. Les enjeux de sécheresse actuellement, par exemple, sont accélérés par le dérèglement climatique, mais ne sont pas dus qu'à ça. Et donc, il y a tous ces enjeux qui sont interconnectés. Et de l'autre côté, en fait, il y a la place de l'humain là-dedans, avec nos sociétés, avec un certain nombre de pratiques, de modes de vie, de modes d'organisation, de modèles économiques, qui se sont révélés pas soutenables. C'est-à-dire qu'elles tirent en fait poussent ces limites de plus en plus jusqu'à devenir insoutenable. Et donc la question qu'il y a derrière pour moi, c'est comment est-ce qu'on peut faciliter les changements
et notamment les changements humains ou les changements organisationnels qui vont permettre de pouvoir réduire la pression qu'on exerce en tant que société sur l'environnement. C'est une question très large. Et donc, je me suis posé la question de comment est-ce que nos disciplines, qui étaient finalement très micro, qui étaient la psychologie, pouvaient répondre à ces questions qui sont très larges. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu comment est-ce qu'on l'aborde classiquement. Et la manière dont on l'aborde classiquement, c'est par les changements de comportement. C'est ça qui nous vient à l'esprit quand on pense sciences cognitives, psychologie et enjeux environnementaux. Et donc, la manière dont ces approches sont intégrées de manière classique, c'est qu'on va considérer, par exemple, un enjeu, qui est, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, et puis on va regarder tous les comportements, en fait, qui participent à cet enjeu-là, donc aux émissions, à l'échelle individuelle. Souvent, on le regarde à ce niveau-là, ce qu'on va appeler parfois des éco-gestes, des comportements pro-environnementaux dans la littérature scientifique. Et puis, on peut regarder qu'il y a certains comportements qui, si on les changeait, permettraient de réduire cette empreinte carbone plus ou moins fortement, donc en régime végétarien, les trajets en vélo, etc. Donc, on peut finalement décomposer un grand enjeu qui sont les émissions de gaz à effet de serre à un ensemble d'actions qui sont à portée individuelle avec les questions comment est-ce qu'on peut finalement infléchir ou changer ces comportements ou ces pratiques. Donc, c'est la manière assez classique dont les sciences comportementales, disons, ont abordé ces questions, en sachant, et je l'ai mis un petit peu dans l'angle en haut à droite, qu'il y a quand même un gros enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, il faut réduire de 5 par 5 nos émissions de gaz à effet de serre, notre empreinte carbone. Donc, il ne s'agit pas de petits changements de pratique, il s'agit vraiment de transformation des pratiques. Donc, si on se limite à ça, c'est-à-dire que quand on aborde ces questions-là de manière classique, qui sont de changer les comportements individuels, en fait, on a plusieurs sources de connaissances. Il y a déjà des modèles de changement de comportement qui sont disponibles dans la littérature, qui vont intégrer plus ou moins fortement d'ailleurs ces dimensions cognitives. On reste parfois au niveau psychologique et qui vont être plus ou moins spécifiques à certains comportements. Donc, il y a des modèles de changement qui vont s'intéresser aux pratiques alimentaires, aux questions des déplacements, par exemple, et puis il y a des modèles plus génériques. J'ai mis juste une connexion ici pour vous montrer qu'il y en a quand même un certain nombre qui sont des modèles qui ont pour but d'essayer de comprendre qu'est-ce qui conditionne le changement ou qu'est-ce qui permet de passer à l'action. Il y a aussi des modèles qui sont un peu plus théoriques, qui vont être spécifiques à certaines questions, par exemple la perception du risque climatique. Et donc, il y a de la recherche scientifique qui se fait sur quels sont les facteurs qui permettent d'accroître la perception du risque climatique. Donc, on a ces ressources-là. On a des ressources qui sont aussi des publications scientifiques. Donc, j'imagine que pas mal de personnes ici travaillent dans les laboratoires et donc s'intéressent, du point de vue de la recherche en sciences cognitives, aux comportements pro-environnementaux. Et donc là, aux mécanismes cognitifs, psychologiques, même sociologiques qui sont derrière ces pratiques. Il faut noter qu'en ces disciplines académiques, elles ont des objectifs de recherche ou comme objet de recherche, en fait, un certain nombre de comportements qui sont assez limités et circonscrits, on pourra en reparler, qui ne sont peut-être pas représentatifs de ce qui se passe sur le terrain, mais voilà, il y a ces connaissances-là. Et puis, il y a des troisièmes types de connaissances qui sont finalement les connaissances que nous, on va essayer de produire, qui vont être à l'interface entre les disciplines académiques, donc avec ces modèles et ces connaissances spécifiques, et les enjeux de terrain. On va tenter de synthétiser l'information, on va tenter de faire des études de terrain, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Donc, ce qu'on appelait la littérature, disons, grise, qui n'est pas forcément revue par les pairs, où on a des revues de littérature pour qu'elle soit compréhensible par les acteurs, des rapports, des études, etc. Donc, on a en fait toutes ces connaissances-là qui peuvent nous donner à voir en fait un certain nombre de mécanismes qui vont rendre difficile le changement de comportement. J'ai donné juste un exemple ici pour vous montrer en fait tout ce que ça peut toucher sur la question du plastique, que ce soit les habitudes, les manques de connaissances, etc. Enfin, vous aurez la présentation, mais c'est souvent des listes à la Prévert en fait d'un certain nombre de points de blocage qui vont toucher des comportements des éco-gestes assez spécifiques. On peut le résumer de manière un peu plus triviale sur en fait des blocages au niveau des représentations ou des croyances, des blocages au niveau de tout ce qui est valeur ou identité sociale ou processus de décision, des blocages plus de l'ordre des capacités qu'on a de changer ou des ressources qu'on a pour changer, donc des possibilités qui seront offertes à nous pour le changement, et puis des conditions dans lesquelles on se place, c'est-à-dire les contraintes physiques, les contraintes financières, matérielles, et les liens de dépendance de certaines pratiques à d'autres ou à d'autres personnes. Donc, c'est un peu des grands piliers de l'inaction, disons, vis-à-vis du changement qu'on peut décrire. Mais l'idée, c'est à peu près la même, c'est qu'il y a des mécanismes
cognitifs, sociaux, situationnels, qui vont empêcher le changement de comportement sur un certain nombre de gestes ou de pratiques. Il y a des études qui sont faites qui vont essayer de regarder quels sont les paramètres qui sont les plus prégnants, ou en tout cas les plus importants quand on parle de changement de pratique. Typiquement, ce genre d'études qui va étudier les comportements de consommation d'eau, on va regarder la liste à la Prévert que je citais tout à l'heure, donc à quel point le contexte dans lequel on est stable, ou est-ce qu'il y a différentes formes que vont prendre ces comportements, est-ce qu'il y a des normes qui sont spécifiques au foyer. Enfin, je ne les liste pas, mais on peut lister en fait tous les points de blocage et regarder en fait sur des pratiques à proprement parler, est-ce qu'il y a des blocages qui sont plus importants que d'autres, pour voir finalement lequel aller activer ou sur lequel travailler. Ce qui est important de noter ici sur ce genre d'études, c'est que très souvent, on se rend compte qu'en fait, les points de blocage, ils sont plus dans les possibilités qu'on a ou le contexte matériel dans lequel on s'inscrit que sur la sensibilisation qu'on peut avoir vis-à-vis des enjeux. Alors que, j'y reviendrai un peu plus tard, on va souvent mettre beaucoup plus d'emphase sur l'idée de sensibiliser des personnes à l'importance de leur changement de comportement, aux problèmes, aux alternatives, et on va beaucoup moins travailler sur repenser les systèmes dans lesquels ils s'inscrivent, ou repenser finalement les environnements matériels ou les environnements sociaux qui vont aller conditionner leur changement. Donc très souvent, on a tendance à avoir des facteurs qui sont très internes, l'intention de changer, la compréhension des problèmes, la motivation, et moins d'emphase qui va être mise quand on va activer des stratégies de changement de comportement sur la matérialité, les normes sociales, etc. Ça s'explique et on le verra tout à l'heure. Donc en gros, une fois qu'on a dit ça, on a, disons, on voit un peu dans la littérature scientifique ou dans ce qu'il y a de disponible, il y a un certain nombre de points de blocage des comportements ou de mécanismes qui s'avèrent plus déterminants que d'autres pour s'engager dans une dynamique de changement, qu'en fonction des pratiques, il y a certains facteurs qui sont plus déterminants que d'autres, et que quelque part, quand on va activer ces connaissances, c'est-à-dire se dire, si ce qui bloque, c'est une représentation incorrecte du problème, sensibilisons à ce problème, ou si ce qui bloque, c'est qu'en fait, il y a un contexte social qui est, disons, pas cohérent ou pas cohérent avec le changement de pratique, très souvent, on va avoir des actions qui ont privilégié la sensibilisation plutôt que la transformation matérielle. Alors, on le sent venir, on comprend, c'est que c'est plus facile d'engager des actions de sensibilisation que d'opérer des changements infrastructuraux ou des changements, d'engager des actions de formation, par exemple. Mais là aussi, il y a une forme de facteur humain qui empêche peut-être le fait d'intégrer correctement ces changements. Donc ça, c'est le premier point. C'est qu'en fait, quand on regarde des comportements circonscrits, on peut voir qu'il y a des points de blocage qui sont plus ou moins redondants, qui vont empêcher le changement. Et on pourra en reparler après. Deuxième manière de le voir, c'est de dire, en fait, une fois qu'on a ces connaissances, et qu'on a des connaissances spécifiques, parfois il y a beaucoup de littérature sur les comportements alimentaires, il y a beaucoup de littérature sur la mobilité, il y a beaucoup de littérature sur ces fameux éco-gestes ou ces fameux comportements qui sont nécessaires à diminuer notre impact. Comment ça s'inscrit dans de l'action et comment ça s'inscrit dans les politiques publiques. Donc là, pareil, il y a la littérature qui est dédiée à ça. Je vais en faire un petit horizon. Il y a des approches qu'on va qualifier de nudge, souvent, c'est-à-dire l'idée, elle est assez simple, c'est de se dire, il y a des propriétés cognitives où on a une connaissance générique des mécanismes du changement et on va pouvoir les intégrer dans l'action ou les mobiliser pour changer. Donc, par exemple, de rendre un comportement ou une alternative facile, de communiquer l'information au plus près du moment d'opérer une action ou une décision, d'avoir une dimension, de valoriser la dimension sociale des changements ou de rendre attractifs certaines alternatives. Ce sont des stratégies un peu génériques qui peuvent être plus efficientes pour changer des comportements que d'autres. Il y a eu des versions, alors c'est des versions du départ, qui étaient vraiment genre des grandes propriétés de l'esprit qu'on va tenter de traduire en levier d'action un peu générique pour imaginer des actions de transition. Maintenant, il y a des versions un peu plus sophistiquées de ça, comme la rouge, je l'ai mis ici avec la référence, vous pourrez consulter, qui va essayer de décomposer en fait un certain nombre de mécanismes cognitifs, l'attention qu'on porte aux problèmes, les croyances qu'on a dessus, etc. Et qui vont pointer un certain nombre de leviers. Donc, si c'est un problème d'attention, alors rendre pertinent ou rendre saillant l'alternative. Si c'est un problème de décision, alors présenter les options qui sont à disposition de manière à faciliter telle ou telle décision.
Bon, ça, c'était un peu les approches un peu classiques de comment on intégrait ces connaissances dans l'action. C'est-à-dire qu'on avait des connaissances génériques et puis on en traduisait des stratégies d'action qui prenaient en compte ces propriétés cognitives ou ces biais cognitifs. Ça s'est raffiné ces dernières années. On est rentré dans une nouvelle phase maintenant qui n'est pas juste de se dire on a des connaissances génériques sur les comportements, mais de se dire en fait, ces connaissances-là, ça va nous permettre de poser des hypothèses pour aller creuser ce qui va bloquer certains comportements dans des contextes spécifiques. Donc, au lieu d'avoir des connaissances génériques sur l'humain, eh ben, on va utiliser ça comme des clés de lecture, et puis on va aller sur le terrain, dans des cantines, faire du terrain auprès des cyclistes, faire du terrain dans des restaurants, et puis de se dire, si on a des hypothèses sur le fait que les personnes ne commandent pas végétarien dans les restaurants, c'est dû au fait que ce n'est pas normé ou que ce n'est pas visibilisé ou mis en valeur, on va aller sur le terrain et voir si c'est le cas. Et est-ce que les personnes concernées sont vraiment touchées par ça? Donc, on va diagnostiquer, ce qu'on appelle diagnostiquer la situation, donc aller sur le terrain, faire des entretiens, enfin toutes les méthodes classiques en fait qu'on a en sciences, en psychologie ou en sciences sociales, entretien, questionnaire, focus group, bref, aller au plus près et interroger les personnes pour être sûr que les grandes hypothèses qu'on avait sur le changement soient réelles, quoi. Puis ensuite, on va concevoir des actions qui permettront d'y répondre et on va tester la solution. Je pourrais donner quelques exemples si vous voulez. Ce qui est important là-dedans, c'est surtout que en fait, les hypothèses qu'on va poser a priori sur ce qui va bloquer un changement dans une situation donnée, elles vont être réinterrogées et retravaillées à l'aune du terrain. C'est-à-dire que quand on va aller sur le terrain, quand on va aller faire les entretiens, etc., avec un certain nombre d'acteurs, ça va permettre de mieux comprendre finalement et de raffiner certaines hypothèses, de les remettre en question et de pouvoir vraiment avoir une idée de ce qu'il faudrait mettre en place qui soit le plus fin possible. Et qu'ensuite, il y a toujours une nécessité d'aller tester ces solutions pour s'assurer que ça a bien l'effet escompté. Donc, c'est ce qu'on appelle l'évaluation de l'action, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est dit ce qui va être le plus prometteur pour inciter des personnes à prendre des menus végétariens dans des restaurants où ils ont l'habitude d'aller, c'est de mettre en évidence les options végétariennes pour qu'elles ressortent du menu, ou c'est de donner à voir la qualité des produits tels que les légumes pour qu'on ait envie de les consommer autant qu'une viande, etc. Enfin, je donne des exemples comme ça, mais vous voyez un peu l'idée. Donc ça, c'est une manière d'intégrer en fait dans l'action les changements. Je passe là-dessus. Sauf qu'une fois qu'on arrive à ça, on se retrouve face à un enjeu qui est qu'en fait, l'ordre de grandeur des changements, c'est immense. C'est-à-dire que là, je vous ai mis un petit exemple d'un graphique d'une étude qui était sortie par un bureau d'études sur finalement, ça c'est l'empreinte carbone moyenne d'un Français ou d'une Française, 10 tonnes par an en moyenne. Ça, c'est l'objectif à tenir. Donc, il faut diminuer par 5 son empreinte carbone. Quand on regarde finalement les comportements que je mentionnais tout à l'heure, acheter d'occasion, consommer local, les trajets pour tous les éco-gestes finalement qu'on voudrait faire changer par ces approches-là, qui sont de comprendre ce qui bloque le fait qu'on prenne le vélo, qu'on consomme de la viande, etc. Même si on arrive vraiment à comprendre et à intégrer ces connaissances qu'on a de ce qui empêche le changement dans des actions de politique publique, eh bien finalement, on réduirait que de quelque part 25%, un quart l'empreinte carbone d'une Française ou d'un Français moyen. Donc on se retrouve face à un sujet qui est quand même un sujet assez fondamental, c'est que toute l'énergie qu'on mettrait à mobiliser toutes ces sciences cognitives et cette psychologie pour aller guider l'action publique, pour aller inciter des changements de comportement individuel, il se retrouve confronté au fait que en fait, l'empreinte carbone individuelle, elle n'est pas due qu'à notre volonté propre et qu'au changement qu'on a à portée de main. Il y a une partie aussi qui est due aux investissements qu'on peut faire, donc pas uniquement nous, là tout de suite, ce qu'on peut faire en termes de changement, mais ce dans quoi on peut investir. Donc on peut investir dans la rénovation thermique de son habitat pour faire en sorte que on limite la déperdition de chaleur, on peut acheter un véhicule électrique, etc. Il y a des actions qui sont plus de l'ordre de l'investissement. Et puis, il y a des actions qui sont finalement indépendantes des individus, qui sont liées au fait que même si on fait tout pour essayer de diminuer sa consommation de plastique, il se trouve qu'il y a une partie des aliments qu'on consomme qui sont emballés dans du plastique. Si on fait tout pour finalement prendre le vélo pour aller au travail, il se trouve que quand on fait des trajets longs, il y a une dépendance forte à la voiture. Et donc très vite, on se retrouve contraint par un système dans lequel on est et qui nous bloque. Alors, il y a une bonne nouvelle ici quand même, c'est que si on arrive à mobiliser ces connaissances qu'on a sur la psychologie et ce qui bloque les changements de comportement pour l'action publique, on diminuerait quand même d'un quart les émissions de carbone. C'est pas rien. C'est-à-dire que tout de suite,
tout le monde a plus ou moins, alors ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve, mais la possibilité, disons, en moyenne, de si tout était mis en œuvre pour changer ses comportements, réduire d'un quart son empreinte carbone. Là, on parle que des émissions de carbone et que du climat, hein. On omet le reste. Donc, c'est la bonne nouvelle. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que disons que cette étude, elle a été faite sur ce qu'ils appellent les comportements héroïques des individus. Donc, c'est vraiment si tout le monde s'y mettait à fond, voilà ce qu'on arrive à réduire. Dans la réalité, ça ressemble plus à ça. Les changements réalistes qu'ils ont estimés, c'est plus de l'ordre de 10%, quoi. Donc très vite, on se retrouve finalement face à un enjeu qui est pour nous en sciences cognitives, en psychologie, de se dire, bon, bah, ok, on pourrait passer notre temps à essayer de trouver ce qui bloque les changements de comportement individuels et puis aller guider l'action publique. Ce qu'on essaie de faire à notre niveau, c'est surtout de se poser la question comment on pourrait finalement toucher d'autres niveaux d'action, quoi. Il y a deux éléments que je voulais soumettre ici. C'est qu'en fait, déjà, d'une part, tout le monde n'a pas le même rôle dans la société. C'est-à-dire qu'en fait, vous comme moi, on est à la fois... Enfin, non, déjà, tout le monde n'a pas le même rôle, mais tout le monde a plusieurs rôles. C'est-à-dire qu'on est à la fois consommateur, consommatrice. On est aussi, si on a la chance de travailler, maintenant c'est une chance de travailler pour une entreprise ou dans une entreprise ou pour une université. Bref, on participe d'une organisation. On est aussi habitant de quartier, donc à l'échelle de notre commune, on a aussi des leviers d'action. Donc on a tout un tas de leviers d'action qui sont différents, tout un tas d'actions qui sont différents, qui ne sont pas uniquement finalement les actions que j'ai mentionnées ici, qui sont des actions finalement de citoyens consommateurs. Donc déjà, si on regarde les différents espaces d'action dans lesquels on se place, on se rend compte qu'on a la main sur différents changements qui opèrent sur différents nœuds du système auquel on participe. Donc c'est une approche qui est un peu plus, disons, par système, en se disant que ce n'est pas uniquement les individus qui ont des actions à porter, ce sont les acteurs d'un système. Vous et moi, acteurs d'un système. Vous pouvez faire changer le système éducatif de la fac. Vous pouvez peut-être même pousser pour une rénovation thermique des bâtiments de la fac, ce qui fait qu'à la fin, très vite, on a le temps qu'on passe à l'université et ce qu'on consomme comme chauffage va être réduit. Ce n'est pas uniquement chez soi, dans son foyer, ce qui va être réduit. Donc on peut aussi toucher à ces dimensions du système qui étaient a priori hors de notre échelle. Et il y a une petite citation d'un rapport de VVF que j'aime bien, qui dit ceci en substance, que en fait, le changement dans la société il pourrait être obtenu par un changement individuel s'il est fait de manière réfléchie. C'est-à-dire qu'en fait, si on cible des bonnes personnes, des bons acteurs sur une échelle de transformation, à ce moment-là, on pourrait peut-être faire opérer des changements plus systémiques. Ils prennent l'exemple du plastique. On peut changer le comportement des consommateurs qui sont ici, qui vont acheter du plastique, et qui vont ensuite rejeter ou trier le plastique. Mais autour de ça, il y a les fabricants qui vont fabriquer avec plus ou moins de plastique. Il y a aussi les syndicats de traitement de déchets qui vont organiser la collecte et qui vont inciter à la déconsommation de plastique. Enfin, il y a plein d'acteurs en fait, dans le système qui ont finalement la possibilité de jouer un rôle pour rendre finalement le changement de comportement un peu plus simple. J'espère que vous arrivez à me suivre hein, jusque-là. Donc en fait, même avec des changements individuels, si on réajuste à cette échelle-là, en fonction de qui, de quel changement on opère, eh ben, en fait, on peut augmenter le potentiel de transformation en fait, de ces changements et potentiellement du système, si tant est que ce soit coordonné et si tant est qu'on touche les acteurs qui sont les plus névralgiques et qu'on identifie les pratiques les plus mobilisatrices ou les plus impactantes. Donc, c'est ce qu'on appelle définir une théorie du changement. Une théorie du changement, c'est de se dire, mais en fait, quels sont les acteurs qui ont le plus de marge d'action, le plus de leviers, sur lesquels on pourrait travailler de manière à opérer un changement qui est plus important que des changements de comportement individuels, de consommation, tels qu'on aurait la tendance de le voir. Je vous ai donné un exemple de ça, d'une étude qu'on a menée, juste pour vous donner à voir ce que ça peut donner, sur l'artificialisation des sols. Donc ça, c'est un enjeu qui est un peu comment dire, complexe. L'artificialisation des sols, c'est le fait d'artificialiser des sols, donc en gros de construire de manière et la construction va en gros rendre imperméable certains sols. Ça crée tout un tas de sujets d'un point de vue environnementaux, l'eau ne s'infiltre pas, ça crée des îlots de chaleur, etc., etc. Et une partie de l'artificialisation des sols en France, là on a trait en Seine-Maritime, c'est l'équivalent je crois de 2 terrains de foot qui partent par jour d'artificialisation. Donc tous les jours, il y a quasiment 2 terrains de foot qui sont artificialisés en Seine-Maritime en moyenne. Donc c'est énorme. Et une grande partie par l'habitat. Donc en gros, les maisons individuelles. En fait, quand on va faire de l'étalement urbain, c'est-à-dire construire des pavillons, ces pavillons-là, ils vont artificialiser des sols.
Et puis, il faut construire des routes qui vont jusqu'à ces pavillons. Il faut construire des réseaux d'acheminement d'eau, d'électricité. Bref, il y a un effet d'entraînement qui fait que la manière dont on habite va déterminer le niveau d'artificialisation d'un territoire et donc sa capacité à être résiliente et son impact sur son environnement. Et donc, l'objet de cette étude, c'était de se dire, est-ce qu'on peut changer, en fait, ou est-ce qu'on peut réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait habiter autrement un territoire de manière à ce que ça artificialise pas, en fait, de plus en plus et que ça imperméabilise pas l'entièreté du territoire. Donc, c'est une question qui est complexe. On voit bien que choisir où habiter, acheter une maison ou une autre, louer une maison ou une autre, c'est pas uniquement dépendant de sa volonté propre. Ça dépend de l'offre qu'il y a sur le territoire, ça dépend du prix du marché, ça dépend de tout un tas d'autres sujets. Et donc, ça ne dépend pas que d'un acteur, ça ne dépend pas que des habitants, tous les habitants. Et donc, dans le cadre de cette étude, on s'est justement intéressé à faire la cartographie de tous les acteurs qui étaient impliqués dans cette problématique spécifique, qui est de créer du pavillon, de l'habitat peu dense ou artificialisant, contrairement à aller construire sur des endroits qui sont déjà artificialisés ou d'aller construire de manière beaucoup plus dense que le pavillon assez classique qui est sur un étage et qui est en périphérie de village, quoi. Donc, on a listé tous les acteurs et pour chaque acteur, on a regardé comment ils interagissaient dans cette problématique, les habitants, les élus, les constructeurs, les bailleurs, etc. Et ensuite, on a regardé, par exemple, pour l'élu, quel blocage ou quel mécanisme allait finalement participer d'une décision qui allait à la fin, en fait, faire émerger un habitat qui était un habitat artificialisant plutôt que de faire émerger ou d'aller construire dans des endroits qui étaient déjà artificialisés. Donc, on a regardé toutes les pratiques qui étaient problématiques, en tout cas qui participaient de cette artificialisation. On a regardé tous les acteurs, comment ils étaient impliqués, et à l'échelle des acteurs, on a regardé qu'est-ce qu'à son échelle, il était possible de faire, et quels étaient les mécanismes cognitifs et sociaux qui étaient finalement bloquants dans cette dynamique-là. Donc pour les élus, on a regardé la manière dont ils aménagent la commune, ça va dépendre en fait des politiques d'urbanisme qu'ils mettent en place. La manière dont ils vont finalement aller traiter avec les acteurs économiques pour les inciter à construire tel ou tel type d'habitat, ça va être d'une part peut-être une impression de ne pas avoir la possibilité de pouvoir aller influencer leurs projets et peut-être même d'autre part une crainte que si jamais les élus sont un peu trop pushy sur une autre forme d'habitat, qu'ils décident de construire ailleurs. Donc il y a plein de blocages de ce type-là qu'on a pu analyser. À l'échelle des habitants, on a fait un peu la même chose, regarder tout le parcours jusqu'à je veux une maison, jusqu'à temps que je choisisse une maison. Je vous passe les détails, mais ça nous a permis de relever en gros des leviers d'action. On veut dire les élus, typiquement, il y a ces points de blocage qui sont opérés, qui sont présents, et donc on peut peut-être agir dessus si on agit conjointement avec d'autres acteurs économiques. Donc une approche un peu par acteur et par système, en restant dans ce qu'on connaît, c'est-à-dire la psychologie sociale, et de regarder pour chaque acteur qu'est-ce qui allait déterminer son changement et quel levier il pouvait y avoir pour permettre un changement qui est plus systémique, de faire bascule en fait, en faisant changer différents acteurs à la fois. Donc ça, c'est une manière, disons, de dépasser les changements individuels. Parce qu'on regarde les acteurs, comment ils interagissent ensemble et quel comportement en fait on voudrait infléchir pour permettre une bascule au niveau systémique, plutôt que de se limiter à essayer d'inciter à habiter différemment en sachant qu'il n'y a peut-être pas l'offre qui est disponible sur le territoire. Donc on va le cran un peu plus loin que ça, quoi. Alors maintenant, il y a de plus en plus d'approches qui essaient de pousser dans cette direction, c'est l'approche qu'on appelle par mode de vie, où en fait, on ne va pas simplement regarder les comportements individuels, mais on va regarder comment ils interagissent avec l'environnement physique, avec l'organisation sociétale, avec l'environnement culturel. Et donc, c'est une espèce d'approche intégrée pour essayer de penser le changement en fait, de manière plus, pas uniquement systémique, mais plus intégrée. En fait. Quand par exemple, on va se déplacer, la manière dont on se déplace, ça dépend de là où on habite, ça dépend de là où on travaille. Ça va dépendre aussi de quelle norme de déplacement est organisée sur le territoire. Ça dépend de tout un tas de facteurs qui ne vont pas toucher qu'au comportement individuel. Donc ça, c'est un peu ce qui est en train d'être poussé maintenant, c'est d'essayer de dépasser les changements individuels pour l'intégrer sous la forme de notions de mode de vie. Vous verrez, c'est assez intéressant. Une fois qu'on a parlé de mode de vie, la question qui se pose, c'est surtout, en fait, comment est-ce qu'on peut accompagner aussi les autres acteurs à changer leurs pratiques ? Parce que essayer de comprendre qu'est-ce qui va bloquer, par exemple, l'engagement de certains élus sur des territoires ou le changement de modèle économique de certains bailleurs ou certains constructeurs, c'est une chose. Mais il y a aussi la question de comment est-ce qu'on peut permettre à ces acteurs-là eux-mêmes de changer leurs pratiques
et de les accompagner vers une prise en compte en fait de comment eux ils vont impacter des usages, comment ils vont impacter des modes de vie, la prise en compte de ce à quoi ils participent et que en fait quand on va construire une maison de telle manière, eh ben, ça va conditionner certains modes de vie, certains modes de confort. Et en retour, par effet rebond, ça va conditionner des modes de déplacement, des modes de consommation, etc. Donc cette approche par mode de vie, elle permet à chacun de se rendre compte en fait quelle société il construit et de réfléchir à comment il pourrait agir différemment de manière à construire une société qui est elle-même plus soutenable. Et il se trouve en tant que personne spécialisée des sciences cognitives ou de la psychologie, on peut aussi toucher à ces personnes-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va rendre difficile leur changement de pratique, qu'est-ce qui va rendre difficile leur métier. Et là, il y a 2 points que je voulais souligner avec vous, en tout cas vous partager. C'est qu'en interagissant pas mal avec des élus, en interagissant avec des gens qui sont dans la fabrique des politiques ou la fabrique du territoire ou l'aménagement du territoire, quand on parle de prendre en compte les comportements que ça génère, quand on parle de prendre en compte les usagers, quand on parle de prendre en compte les modes de vie, en fait, on a 2 points de blocage. Un point de blocage qui est qu'en fait, chacun a un peu l'impression de savoir comment les comportements fonctionnent et comment est-ce que les usages sont conditionnés. C'est ce qu'on appelle typiquement la psychologie naïve, folk psychology. Et donc, il y a un ensemble, par exemple, les élus vont avoir ceux qui prennent les décisions vont avoir un peu cette idée de pour faire changer les comportements de déplacement, eh ben, il faut en fait sensibiliser ou il faut faire appel à l'être rationnel qui est en eux, pousser les bénéfices, diminuer les frictions, etc. Et donc, pour ceux qui vont structurer l'action publique et ceux qui vont organiser l'aménagement du territoire et les modes de vie, eh bien, en fait, la manière dont ils vont concevoir les changements va être déterminante sur les actions qu'ils vont mettre en place. Et donc, on peut les aider à intégrer en fait cette dimension-là et à intégrer ce changement dans leur pratique. Ce qui fait qu'on n'est pas uniquement en tant qu'extérieur à se dire qu'est-ce qui peut faire changer certaines personnes, quels acteurs sont les plus déterminants, mais on peut penser aussi au rôle de ces acteurs dans le changement et les aider, ces acteurs-là, à travailler en fait, à construire une société qui elle-même en fait, permet de changer ses modes de vie. Je ne sais pas si vous avez à me suivre, c'est un truc un peu méta, c'est qu'on ne se limite pas aux éco-gestes, on ne se limite pas aux acteurs et leurs changements, on va essayer d'aller accompagner les acteurs eux-mêmes à changer leurs pratiques pour faire en sorte qu'ils prennent en compte ces modes de vie et ces changements-là en fait, dans la manière dont ils vont penser le territoire. Je passe là-dessus. C'est un peu intense, je me rends compte en parlant. J'espère que les questions permettront de répondre à un certain nombre de points. Ce que j'essaie de vous montrer là, c'était surtout que, en fait, même quand on pense changement de comportement, il y a plein de manières d'intégrer ce changement de comportement. Et ça peut être en fonction du type de comportement dont on parle, en fonction de quel acteur, à quel acteur on s'adresse, en fonction du système d'acteurs qui est en œuvre, et aussi en fonction de comment on va penser finalement l'orchestration de ces stratégies politiques et l'orchestration du territoire. Il y a un programme de recherche qu'on est en train de démarrer actuellement, qui est celui qui a été incarné sous le terme de laboratoire des déviations écologiques, qui est un programme de recherche qui essaie d'aller un peu, de prendre le problème un peu à revers ou le prendre un peu différemment. Au lieu de se dire qu'en fait, on peut changer les comportements. Comment est-ce qu'on peut prendre en compte le changement de telles pratiques, de tels acteurs, etc. Une question qui se pose, c'est qu'à un moment, en fait, quand on voit l'impact que va avoir le dérèglement climatique sur les systèmes de production, sur le bien-être, sur la vie en ville, quand on parle de ces changements-là, il faut bien avoir conscience qu'il ne s'agit pas juste de changer des manières de faire de l'habitat, il ne s'agit pas juste de changer des manières de se nourrir. C'est transformatif, c'est-à-dire que c'est hyper impactant. On l'a vu avec le prix de l'énergie et la guerre en Ukraine, on l'a vu avec l'épidémie de Covid. Vous voyez un peu à quel point il y a des crises qui peuvent être systémiques. Et puis, on voit actuellement qu'il y a des enjeux donc les limites planétaires, ça va toucher aux enjeux de sécheresse, ça va toucher aussi aux questions des intrants pour l'agriculture. On peut le résumer un peu par ce schéma, c'est qu'il y a d'un côté un impératif de diminuer les impacts qu'on a sur l'environnement, et de l'autre côté de s'adapter aussi à l'environnement qui est en train de changer. Et donc, c'est quelque chose qui est assez difficile à concevoir parce que l'environnement n'est pas stable. On ne peut pas se dire, en fait, on a un environnement stable, il faudrait changer ça, 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 pour arriver finalement à réatterrir et à être soutenable. Parce qu'en fait, le niveau de soutenabilité, il est en permanence en train de changer parce qu'on a des conditions de vie qui sont dégradées en permanence. Et donc, il y a un moment, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et on a pu avoir des solutions qui sont des solutions un peu toutes faites en disant il faut manger différemment, il faut se déplacer différemment. Les solutions doivent pouvoir venir des acteurs eux-mêmes. Prenons l'exemple de la montée des eaux. L'eau monte.
là, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, en fait, on ne faut pas dire il faudrait changer le comportement de tel acteur ou de tel acteur en se plaçant d'un point de vue extérieur, un peu en orchestrateur, parce que, en fait, l'eau monte, donc ça veut dire qu'il y a des maisons qui vont être menacées, ça veut dire qu'il faut repenser l'aménagement du territoire. Et donc, les questions que je me pose surtout, euh, un peu en contrepoint, on essaie de tenter de trouver une autre manière d'aborder ces questions qu'en termes de changement, ce qui présupposerait de savoir ce qui est bon de changer ou d'avoir déjà les solutions un peu clés en main de vers quoi on voudrait tendre, de se poser la question, est-ce que les sciences cognitives ou les sciences sociales ne peuvent pas aider à quelque part en capacité les acteurs eux-mêmes pour qu'eux soient en mesure de pouvoir en fait s'engager volontairement dans une dynamique de changement, qu'ils soient en mesure de penser le problème, qui sont en mesure de négocier, de réfléchir ensemble. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc, c'est au lieu de se dire, on sait vers quoi il faudra aller, quels sont les points de blocage au changement, de se dire, en fait, comment est-ce qu'on pourrait permettre aux premiers concernés, et bien, quelque part, de s'emparer de ces questions et de ces causes pour arriver finalement à trouver les manières d'arriver à faire émerger les solutions. Quand on prend l'exemple, par exemple, des stations de ski où il n'y a plus de neige et qui sont en train de fermer, il n'y a pas de bon comportement, là, à part ne pas skier, mais encore une fois, il y a la question de l'économie qui se pose derrière, il y a la question de l'habitat, du tourisme, enfin, c'est tout un territoire qui est en pleine transformation. Et donc là, il n'y a pas d'autre choix que de penser que ce territoire-là s'empare de cette question et que les acteurs arrivent en mettant autour de la table leur point de vue, leurs perceptions, leurs enjeux, leurs besoins, et c'est quelque part de la négociation, quoi. Pour ça, il faut fédérer des publics autour d'enjeux qui sont parfois un peu sur le long terme, qui ne sont pas forcément déjà visibles. Il faut arriver à les faire dialoguer, il faut les accompagner dans la prise de décision. Et vous voyez, de la manière dont j'en parle, que quelque part, nos disciplines en psychologie ou en sciences sociales, elles peuvent être utiles aussi à ce niveau-là, en fait. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec le labo des déviations écologiques, c'est de trouver des méthodologies qui permettraient, en fait, d'accompagner des territoires à développer des méthodologies d'engagement collectif et de guider l'action publique, en fait, dans les territoires qui sont confrontés à des problématiques complexes, qui sont pour être tous les territoires, hein, à comment est-ce qu'ils peuvent engager une multiplicité d'acteurs dans une réflexion commune pour arriver à décider sur les solutions sur lesquelles il n'y a pas de bonne solution, quoi. Donc, c'est le programme dans lequel on s'est lancé. Je peux juste vous donner un exemple. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Ouais. J'hésite. Bon, je vous le mets ici, vous pourrez aller consulter. On a essayé d'avoir une approche qui était interdisciplinaire sur la question de l'eau, où la question de l'eau, en fait, bon là, c'est un cas particulier parce qu'on sait qu'il faut réduire la consommation d'eau, mais par contre, c'est de la négociation, parce qu'entre les personnes qui ont des piscines, des voitures à laver, un jardin, et d'autres qui vivent en appart, sur un territoire, il y a une disparité. Donc, il y a un partage de l'eau. C'est une question des communs, comme on l'appelle. Et donc, il y a une question qui se pose, c'est on ne peut pas dire changer tel ou tel comportement, c'est comment collectivement on détermine ce qui est acceptable de faire et de détermine les conditions de son changement. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que ça coûte en termes de confort, qu'est-ce que ça nécessite. Donc, on a fait un projet qui était un projet participatif, on a réuni 40 foyers et on a fait comme un processus de recherche avec eux. C'est-à-dire qu'on a intégré déjà différents publics, les familles, c'est aussi les enfants, donc de réfléchir à plusieurs, à comprendre quel était le problème et à faire en sorte qu'ils s'emparent du problème et de la question pour qu'ils soient force de proposition ou d'idées. On a ensuite réfléchi avec eux sous différents canaux. On a ici plein de manières de discuter et de fédérer un peu la discussion pour tenter des choses. Donc, c'était déterminer des plans d'action qui soient acceptables par tous en fonction du moment où c'est la sécheresse ou non, de tester des objets qui pourraient être utilisés chez soi, de voir quel type de rénovation il y a besoin à l'échelle des foyers, etc., pour tenter de voir est-ce que si on mettait tout en place pour essayer d'opérer un changement, on arrivait effectivement à tenir cette réduction de consommation qu'il est nécessaire d'avoir, et c'est ce qu'on a essayé de montrer. Je vous laisserai dire la publication, elle est en français, et on a essayé de montrer différentes facettes de comment est-ce que finalement on a croisé la sociologie avec les sciences cognitives, l'évaluation avec le design, pour faire en sorte finalement de fédérer une communauté de personnes et de faire en sorte qu'elle soit à force de propositions et de réflexion en fait sur les changements à apporter, plutôt que ça vienne d'un acteur extérieur qui dirait l'inverse. Et donc, on a tout un tas de projets qu'on met en œuvre maintenant, qu'on peut un peu diviser comme ça, qui est d'un côté, on essaie de développer des méthodes d'enquête participative. Donc, c'est comment est-ce que des gens peuvent eux-mêmes comprendre le problème et comprendre les freins au problème, plutôt que ce soit nous, en tant que chercheurs, qui arrivons sur le terrain en disant c'est ça qui bloque. Comment est-ce que des personnes peuvent être elles-mêmes motrices là-dedans et être force de proposition et de diagnostic.
et de l'autre côté, de trouver des manières d'aller fédérer des publics autour de thématiques communes pour arriver à ce qu'elles dégagent des leviers d'action collectifs qui leur soient, comment dire, qu'ils portent, qui leur semblent déterminants, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire actuellement. J'ai tenté de faire une petite slide de conclusion. J'ai ajouté ce tableau, je ne sais pas si vous avez vu le truc, c'est un tableau de Mondrian. Et en fait, ce tableau il était accroché à l'envers pendant 75 ans, et ils ne s'en étaient pas rendu compte. Et ils s'en sont rendus compte parce qu'en fait, ils ont retrouvé une photo, et en plus, ils ont regardé la manière dont on était collé le scotch, etc. Bref, bon, c'est un peu ça ce que j'essaie de vous montrer aujourd'hui, c'est que je ne suis pas sûr d'avoir le tableau à l'endroit. Je ne sais pas exactement, ça ressemble peut-être à quelque chose d'abstrait pour le moment, mais je vais tenter de vous donner un peu les conclusions qui me venaient, et ça me permettait de donner cette petite anecdote qui me faisait quand même pas mal marrer, de l'art abstrait pendu à l'envers. Une première conclusion de ce qu'on essaie de faire et ce qu'on incarne avec le Hack Lab, c'est en fait d'essayer de créer un pont entre la recherche académique et toutes ces connaissances que je vous ai citées au début sur les changements de comportement. Donc, c'est des connaissances académiques, c'est des gens qui sont finalement spécialisés de ces changements-là. Nous, on est à l'interface sur le terrain, on essaie d'activer ces connaissances, on essaie de réfléchir à comment elles peuvent être utiles pour augmenter l'impact et pousser l'action. Mais on a besoin forcément d'un dialogue entre tous ces expertes et ces experts des comportements, philosophie, sciences politiques, d'évaluation des politiques publiques. On parle de participation citoyenne, c'est des sciences politiques. Et donc, il y a des disciplines académiques qui regorgent de méthodes, de savoirs, etc. Et il y a des acteurs qui ont ces besoins et qui, forcément, le dialogue ne se fait pas forcément très bien. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer une communauté de réflexion commune avec le Hack Lab. On va organiser 2 séminaires, là, je vous le communiquerai avant l'été, en septembre, sur ces sujets. On essaie de produire des communs, aussi produire du savoir sur comment articuler ces deux. Donc, la présentation, c'est une manière, si vous voulez, j'ai fait de montrer comment on peut trouver une articulation. Et puis, on essaie d'agréger les réflexions de projets de recherche-action qui sont menés, comme les projets que je vous ai cités tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque part quelque chose qui me semble nécessaire, qui est qu'il y a besoin d'acteurs tierces, ou en tout cas d'espace, de discussion, de compréhension, de dialogue, de réflexion, pour être sûr que les connaissances qu'on a sur la psychologie et la sociologie répondent à l'ampleur des enjeux, parce que c'est des enjeux d'une ampleur énorme. Et donc, il y a forcément une question de comment articuler les deux pour éviter qu'il y ait une forme de naïveté dans la manière dont on va appliquer ces connaissances en se disant je sais ce qui va bloquer, je travaille sur les habitudes et donc on va penser aux habitudes de mobilité sans la penser de manière intégrée. Deuxième point, c'est ce qu'on essaie de faire avec le labo des déviations, en fait, où l'idée, c'est notre collègue Albert qui m'a ressorti cette citation il n'y a pas longtemps et on l'a trouvé assez chouette, c'était que en fait les idées elles ont pas, les idées elles ont besoin d'être, je sais pas le terme en français, fruitful, c'est-à-dire d'être fécondes. En fait, des idées elles ont besoin d'être fécondes ou de générer d'autres idées et elles n'ont pas forcément besoin d'être correctes. Et bizarrement, et les deux vont pas forcément l'une avec l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des idées qui peuvent être correctes, des bonnes idées, mais qui vont pas forcément en fait générer plus de réflexion et qui vont permettre de décaler le regard. Et il y a des idées qui permettent de décaler le regard et de générer plus de réflexion et qui ne sont pas forcément correctes. C'est l'incrémentation des savoirs. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est, on n'a pas forcément la prétention de penser qu'on est juste. Par contre, c'est d'essayer de trouver, d'explorer, de défricher plein d'autres manières de faire. On ne sait jamais, en fait, défricher des champs qui peuvent se retrouver corrects par ailleurs. Et donc, l'optique qu'on a, et ce que j'ai essayé de vous présenter, c'est qu'on essaie de partir du terrain, des problématiques, des besoins, des enjeux, pour essayer de comprendre comment nos disciplines peuvent être utiles. Et donc, on part de la recherche, on va explorer. J'ai mis exploration, mais en vrai, on pourrait mettre bricolage. On bricole, on essaie de voir un peu comment on pourrait faire, et puis on essaie de monter en généralité, de régénérer des savoirs et de réintégrer ça dans la recherche. Donc, notre approche, c'est de tenter ensuite de pouvoir ramener ça dans la recherche académique et de publier en peer review, etc. On n'y est pas encore, mais c'est l'ambition, en tout cas, de pouvoir générer des savoirs qui sont des savoirs de qualité académique. Et puis, le deuxième point, qui est un peu la conclusion de tout ça, c'est que deuxième point, c'est les logos que je vous ai mis là, c'est toutes les personnes avec qui on a la chance de travailler sur les différents projets que j'ai montrés. C'est qu'à la fin, en fait, on n'a pas le choix de collaborer, en fait, et on n'a pas le choix de croiser ces disciplines aussi. Ce qui nécessite finalement de partir de projets très concrets sur lesquels savoir comment croiser ces regards et croiser ces méthodes. Et que la bonne nouvelle pour nous, qui venons de ces disciplines en psychologie, en sociologie, c'est-à-dire peut-être que pour nous c'est une bonne nouvelle, mais c'est que le facteur humain, il est un peu partout dans ces thématiques. Donc on a énormément à apporter à ces problématiques de transition, de mon point de vue, un peu tous les jours. À condition quand même nous-mêmes de prendre en compte ce fameux facteur humain en compte, c'est-à-dire de ne pas présupposer que parce qu'on a fait une étude dans un coin,
eh ben, elle va être connue de tous ou de toutes, de ne pas se laisser entraîner par des effets de compétition aussi, et qui nous empêcheraient en fait de pouvoir cumuler et accumuler des savoirs. Et donc, il y a un côté un peu méta, qui est que nous-mêmes, pas se faire prendre au piège de ce fameux facteur humain. Voilà, c'était un peu les deux leçons que je tirais de ce qu'on fait actuellement. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. C'est avec grand plaisir que j'y réponds. J'espère que ça vous a été intéressant en tout cas. Oui, merci infiniment. C'était absolument fascinant. Donc, moi, j'ai plein de questions, notamment sur sur qui fait quoi, en fait, dans le conseil que vous donnez et dans les stratégies qui sont éventuellement envisagées. Mais il y a peut-être, mais ça, c'est une question que de toute façon, je vais poser sans doute parce elle est, me semble-t-il, cruciale. Et moi, j'ai besoin d'en savoir davantage. Mais s'il y a des personnes dans la salle qui voudraient poser leurs questions, c'est le moment, donc n'hésitez pas. Et donc, en attendant vos remarques, je ne sais pas si Vincent, tu veux rebondir tout de suite sur quelque chose, mais moi je me permets juste euh, de... Donc, quand vous parliez de cette autonomisation des agents nécessaires, donc du fait que les gens, pour être véritablement convaincus, il faut qu'ils comprennent pourquoi, qu'ils soient accompagnés, etc. Qui les fait et comment, en fait? Parce que je suppose que ça a été fait de façon efficace dans experimental settings, donc où effectivement ces gens étaient accompagnés avec des gens qui savaient comment faire. Mais comment le faire à grande échelle, en fait? C'est ça qui m'intéresse, pardon pour une question triviale, mais voilà, elle est essentielle. Sur le fait de fédérer des publics, ou en tout cas de les... J'ai pas forcément compris le début de la question. Vous avez dit que donc qu'il n'est pas satisfaisant ou ça ne marche pas que d'encourager seulement des comportements, qu'il faut Mhm. convaincre les gens, il faut faire un certain travail pour faire en sorte que les gens aient les sentiments d'être des agents de leurs actions. Mhm. Et j'avais l'impression que sur la diapo quand vous en avez parlé, il y avait donc un cadre expérimental et apparemment, donc les gens, on leur expliqué quelque chose et ça marchait, etc. Donc ça, c'est super. Sauf que la question qui se pose, c'est celle de savoir comment donner aux gens à une très grande échelle le sentiment d'agentivité. Ah ouais. Euh, Bah, je pense qu'il n'y a pas trop de recettes miracles, hein. C'est-à-dire que, grosso modo, en fait, ça dépend de comment on le prend. Mais une manière de le faire, c'est... Donc déjà, je pense qu'on ne peut pas vraiment opérer une forme de transformation des comportements très... Alors, une manière de le faire, enfin, non, disons que je ne pense pas qu'il y ait forcément de manière d'opérer ça à très grande échelle. Euh, Par contre, ce qui est possible la question, elle est complexe. Si on met par exemple une politique publique en place au niveau national, de fait, cette politique, si elle est bien pensée, et si elle prend en compte, je sais pas, prenons par exemple les questions de mobilité, les questions les plans vélos, ça a extrêmement bien marché. C'est-à-dire qu'il y a plein de villes maintenant où il y a énormément de vélos en fait à travers la ville, même parfois trop. Et donc, ça a été une politique qui a été orchestrée au niveau national, les investissements au niveau national. Et puis ensuite, il y a eu des plans vélos qui ont été faits par chaque commune. Donc en fait, une manière quelque part de massifier les changements de comportement, c'est de se reposer en fait sur cette fabrique des politiques publiques qui consiste à en fait donner des cadres réglementaires ou de donner des outils aux communes ou aux collectivités pour qu'elles puissent elles-mêmes sur leur territoire en fait mettre en place un certain nombre d'actions, quoi. Ce qui passe aussi par du budget, hein, ce qui est une question politique, évidemment, parce qu'à partir du moment où on coupe des budgets dans les collectivités, on leur enlève les moyens de pouvoir mettre en place des actions d'accompagnement au changement qui sont absolument cruciales. Et la question de diminuer les budgets des collectivités va se poser politiquement bientôt. Et puis, elle se pose déjà maintenant parce que il y a le coût de l'énergie qui a totalement grévé les budgets des collectivités. Donc ça, c'est quand même un sujet, c'est que c'est une question politique d'avoir que les collectivités aient les moyens de pouvoir faire ces accompagnements, d'une part, et puis de l'autre, qu'ils aient aussi
les outils pour pouvoir bien penser ou accompagner le changement. Et donc, quelque part, quand je disais tout à l'heure d'accompagner les acteurs à intégrer ces méthodes, qui est une dimension plus de formation ou d'accompagnement ou d'outillage, bah, c'est une manière, quelque part, d'augmenter l'impact ou de massifier les changements de comportement. Donc, plutôt que nous, on aille sur un territoire, on dit voilà ce qui bloque sur ce territoire, cette population, sur ce public, voilà ce qu'il faudrait faire, et bien de donner les moyens à d'autres de faire ça et de faire appel aux expertises qui sont les nôtres ou des expertises académiques de manière très ponctuelle lorsque il y a besoin d'études ou lorsqu'il y a besoin de conseils scientifiques ou lorsqu'il y a besoin d'aller défricher la littérature. Et quelque part, plus on autonomise ces acteurs publics dans la fabrique des politiques publiques et la prise en compte de ces changements à différentes échelles, plus il y a des chances qu'on massifie les comportements, quoi. Après, il y a d'autres facteurs qui sont simplement le fait que, là, typiquement, les effets du dérèglement climatique sont de plus en plus visibles. Les sécheresses sont de plus en plus visibles. Donc ça, c'est quelque part une forme comment dire, de changement de perception sur lequel on peut aussi s'appuyer pour opérer des changements. Mais je pense qu'il y a un point sur lequel il faut faire attention, et c'est un peu le point de ce qu'on essaie de montrer sur la fin, c'est que c'est pas parce qu'on est d'accord sur le problème qu'on est d'accord sur les solutions. Et qu'en fait, c'est même quasiment l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui maintenant sont plus ou moins d'accord sur le problème, qui pour autant ne sont pas du tout d'accord sur les solutions, parce qu'ils ont des besoins différents, parce que en fait, une ville, par exemple, est organisée sur l'articulation de différents besoins, et donc il y a des effets de vase communicants. Et c'est pour ça que je disais que ce qu'on essaie de travailler avec le labo de déviation écologique, c'est pas forcément de changer les comportements un à un, parce qu'il faudrait changer les comportements des automobilistes, les comportements des cyclistes, et puis les comportements des deux ensemble, de les coordonner. Enfin, si on est orchestrateur de l'action, ça demande énormément de ressources. Donc la question, en tout cas ce qu'on essaie de travailler, c'est surtout comment est-ce qu'on arrive à mettre ces différents acteurs autour de la table pour qu'eux-mêmes portent une parole ou réfléchissent à des actions et qu'ils se fassent représentants en fait, de ces actions-là. Donc quand on parle de partage de la rue, là, je suis à Nantes actuellement dans un atelier cet après-midi avec la métropole sur le partage de la rue. Comment est-ce qu'on agence les différentes mobilités, la voiture, les mobilités actives, la marche, etc. Il y a une question qui va se poser finalement d'arriver à ce que chacun trouve son compte et arrive à négocier en fait un espace commun. Donc voilà, donc c'est une autre manière de le voir. Je ne sais pas si ces éléments ils sont utiles. Je vois une main qui se lève. C'est tout à fait éclairant, même si, à vrai dire, dans la question, j'avais plutôt à l'esprit la situation des agents individuels, c'est-à-dire comment, non pas comment le faire en descendant sur une espèce d'échelle administrative, mais plutôt comment faire ça pour des agents individuels. Mais on va revenir à cette question puisque nous en avons plein d'autres extrêmement intéressantes. Donc, je vais d'abord lire les questions que je vois dans le chat. Je vais les lire à voix haute de façon à ce qu'elles soient enregistrées. Avez-vous, je crois, des réseaux sociaux ou des sites pour suivre l'Act Lab ou les laboratoires des bifurcations écologiques? Donc, j'ai donné les liens vers l'Act Lab, mais est-ce qu'il existe un Facebook ou un Twitter d'Act Lab? Non, on est totalement nul à ça. Et même le site du Hack Lab est en maintenance actuellement. Il va être à jour et mis à jour dans un mois, un petit mois. Donc actuellement, on est absolument invisible des réseaux sociaux. On avance masqué. Mais j'ai mis mon mail en début de présentation. Je vous enverrai le PDF. Donc s'il y a des questions, vous pouvez contacter directement. Et puis sur LinkedIn, je mets des publis qu'on fait souvent aussi. Voilà, et j'ai mis aussi comment dire, les liens des publications que j'ai montrées dans la présentation. Donc, quand vous aurez le PDF, vous pouvez juste cliquer dessus et vous aurez les publications qui sont disponibles, quoi. Mais on y travaille. Voilà. Mais en fait, on a un peu de mal à la fois faire et en même temps communiquer. Mais voilà, ça arrive. Mais si vous avez besoin des étudiants et étudiantes stagiaires pour cela, il faut nous le dire. On peut trouver ça. Donc, juste... Ouais, c'est très gentil. Sur les stages, en fait, on est pas mal sollicité, sauf que ça demande un encadrement, que ça soit un projet pédagogique et donc il faut qu'on soit attentif à ça, c'est-à-dire qu'il faut bien penser le projet, le stage pour. Voilà, moi, je donnais cours dans plusieurs universités, donc on est pas en contact des étudiantes et des étudiants. Donc voilà, donc pour l'instant, on a du mal à trouver de l'espace pour faire cet accompagnement de stage, mais on travaille plus en fait dans le cadre de master ou par projet. Donc en fait, on a des étudiants sur une UE, on travaille par projet avec les étudiants, tous les étudiants directement. Voilà. Super. Julie qui voulait poser une. Ah, pardon, il y a une main qui est levée. Pardon, la main s'est levée après les petites questions qui ont été posées dans le chat, donc je veux juste
Comment est possible d'être au courant? Ouais, donc ça c'est pareil. Sachez que je veux mettre donc les PDF sur les sites que je vous ai donnés. Donc ça va être sur les séminaires WordPress, machin. C'est là où je veux mettre les PDF. Donc déjà, vous allez avoir une petite information. Faudrait-il imposer des lois écologiques, peut-être plus extrêmes encore? Et voilà l'interrogation de l'une des personnes ici. Ouais. En fait, le problème des lois, c'est qu'il faut qu'elles soient acceptables. On parle beaucoup, et de plus en plus, de questions d'acceptabilité des lois ou des réglementations écologiques. En réalité, la manière dont c'est abordé, c'est surtout des questions d'acceptation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des lois qui sont conçues, et la question se pose de comment est-ce que les personnes qui vont être concernées par ces lois vont accepter en fait ces lois. L'acceptabilité sociale, elle est une dimension beaucoup plus participative et intégrée. Et donc, la question de comment est-ce qu'il faut passer par des lois enfin, faut-il imposer des lois? Non. Est-ce qu'il faut composer des lois? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, j'avais travaillé un moment sur la question du transport. C'était une étude qui avait été conduite par le Haut Conseil pour le climat. Et sur la question du transport, du fret, etc., on voyait que les acteurs, quand on les interrogeait, ils étaient en fait assez, comment dire, demandeurs d'être réglementés. Et donc, il y a des demandes de réglementation dans le secteur économique. Il y avait une chef d'entreprise, une entreprise qui fait le Bloom, je crois, qui fait du textile, qui a fait une tribune dans Le Monde. On demande à être réglementé en tant qu'acteur du textile français. Parce que s'il n'y a pas de réglementation, il y a des effets de compétition qui sont absolument pas tenables. Je prends l'exemple du textile. On peut fabriquer le vêtement en France, coton, machin et tout. Et à un moment, c'est un coût. Et ce coût, ça fait que tout le monde ne peut pas s'offrir ce type de vêtements. Si en face, il y a Chine ou Shine, je ne sais pas comment on dit, qui vend des vêtements très très peu chers, à l'autre bout du monde, dans des conditions sociales et écologiques totalement déplorables, à ce moment-là, il n'y a pas de compétition possible sur ce marché-là. Et donc, les acteurs demandent à ce qu'ils jouent avec les mêmes règles du jeu, et donc ils appellent à ce que la réglementation soit mise en place, ne serait-ce que pour pouvoir composer et opérer dans le même espace. Donc, en fait, quand on parle de composer des lois, c'est aussi prendre en compte ces besoins qu'il y a de réglementation et ces besoins d'accompagnement, quoi. Après, c'est vrai que quand on impose certaines lois, les choses vont plus vite. On le voit avec le secteur tertiaire. Enfin, je ne parle pas pour les individus, hein. Je parle pour les structures qui ont une capacité d'adaptation qui est souvent plus importante. Euh, le décret tertiaire, c'est cette idée que, enfin, c'est un décret qui impose de diminuer par 30, je crois, les émissions de gaz à effet de serre sur les bâtiments à l'horizon 2030 ou 2040, il me semble. Et donc, c'est un décret. C'est-à-dire qu'en fait, des personnes qui ont des entrepôts, des activités qui ont des entrepôts, des hôtels, etc., ils vont devoir en fait diminuer ces gaz à effet de serre ou ces émissions très, très rapidement et de manière très, très... ça, c'est activer énormément d'acteurs à réfléchir, en fait, c'est quoi mon bilan carbone, quels sont les outils à disposition, etc. Donc, ça fait un effet sur certains secteurs hyper structurant, quoi. Pareil pour le plastique. Donc, sur des secteurs, et ces lois, de toute façon, elles sont quand même pas pensées en silo, quoi, elles sont composées. Donc, imposer des lois, c'est toujours délicat, quoi. Voilà. Et quand on parle de Merci. participation citoyenne, il y a un gros sujet pour les collectivités ou pour l'État, c'est comment on intègre les citoyens et les citoyennes dans la fabrique de la loi. Emmanuel Macron, il avait fait la Convention citoyenne pour le climat il y a quelques années. C'était un peu l'intention au départ, c'était de permettre à des citoyens et citoyennes représentatifs de la population, 150, d'imaginer des lois pour permettre de répondre aux enjeux climatiques. Il s'avère qu'il a très peu écouté les recommandations qui étaient faites, ou pas telles quelles, mais c'est pas moi qui le dis, hein. Il y a des rapports assez éclairants là-dessus. Et donc là, ça pose une question aussi, on parlait tout à l'heure d'agentivité, c'est qu'à partir du moment où des gens s'engagent dans la fabrique de la loi et qu'on trahit en fait la confiance ou la parole, eh bien, il y a un effet juste d'impuissance acquise ou de relâchement qui s'opère dans des moments où on a le plus besoin de penser avec des personnes, en fait. C'est-à-dire qu'on a le plus que jamais besoin de penser la politique de manière participative, et pour autant, on a du mal à engager des personnes ou à fédérer des publics autour de ça, quoi. Bon, je m'arrête là, je vais peut-être laisser la place à des questions. Super. Donc, Julie, c'est à vous. Du coup, c'est pour ma main levée, c'est ça? Ouais. Ok, super. Déjà, merci beaucoup. Alors, moi, je suis étudiante en MIAGE, donc c'est une licence qui ouvre totalement sur les sciences cognitives. Et du coup, quand vous avez parlé justement du fait d'aborder les sciences cognitives de manière individuelle à celle de collectif, ça m'a beaucoup intéressée parce que c'est vrai qu'au début des sciences cognitives, on était vraiment dans cette approche un peu individuelle.
Et du coup, je voulais savoir si vous aviez éventuellement des livres à me recommander ou des choses comme ça pour justement passer des sciences cognitives individuelles à des sciences cognitives beaucoup plus collectives, sachant que c'est davantage ce qui m'intéresse parce que je suis vraiment passionnée par les sciences sociales. Voilà. Faut que je réfléchisse sur les livres. Je pense, tel que je l'entendais, enfin, il y a deux choses là. Il y a donc étudier la cognition individuelle versus étudier la cognition sociale. Donc la cognition sociale, c'est comment est-ce qu'on va, quels signaux sociaux on va intégrer, quelle influence ça va avoir sur nos comportements. Par exemple, quels sont les mécanismes cognitifs qui nous font suivre certaines normes ou qui nous font prêter de l'attention à certains signaux sociaux. Ça, c'est la cognition sociale, c'est en fait notre capacité à pouvoir se représenter, échanger, dialoguer, se coordonner avec les uns et les autres. Donc ça, c'est un point, c'est une discipline académique. Là-dessus, il y a pas mal de bouquins en cognition sociale, hein, tu peux consulter dessus. L'autre question ensuite, c'est ces disciplines, cognition individuelle ou cognition sociale, comment est-ce qu'on le met au service d'une transformation des comportements à l'échelle individuelle ou à l'échelle sociale? Ça, c'est une autre chose. Parce qu'on peut très bien mobiliser les connaissances en cognition sociale pour des comportements individuels. Et on peut très bien mobiliser la cognition individuelle pour des comportements collectifs. Donc en fait, il y a la compréhension des mécanismes et il y a l'application, l'utilisation qui en est faite. Et pour ce qui est de l'application, et ce que j'essaie un petit peu de dire, c'est qu'il n'y a pas trop d'autre choix que en fait, de lire des rapports sur les enjeux de transition, de s'intéresser aux pratiques au travail qui est fait sur des pratiques d'alimentation, de mobilité, etc. Et à mesure qu'on s'intéresse en fait au point de vue terrain sur ces questions, aux enjeux, aux problématiques, aux besoins, eh bien, on arrive à identifier en fait un certain nombre de points sur lesquels nous, on peut apporter certaines choses. Il n'y a pas de bouquin, à ma connaissance, sur comment appliquer ça à cette échelle-là. J'espère qu'on arrivera à publier un peu dessus dans les prochaines années. Mais voilà, je ne sais pas à quel point ça répond un peu à la question. Il y a l'application et il y a la compréhension, disons, quoi. Bah, c'est super intéressant. Donc, d'une certaine manière, vous avez réussi à concevoir une méthodologie, c'est-à-dire de partir vraiment de l'empirique et après voir où sont les applications des sciences cognitives. En tout cas, alors il y Parce a que ouais, il y a des méthodologies, tout à fait. Par exemple, les approches type Behavior Insights que j'ai citées, que vous pouvez retrouver dans le document, il y a pas mal de méthodologies sur comment est-ce qu'on peut. Il y a un article, ok, il faut que je pense à faire suivre un article récemment qui essaie d'avoir une approche systémique sur ces changements de comportement. Donc ça, c'est peut-être de la littérature que vous pouvez lire. Euh, Et ensuite, sur les méthodes qu'on développe plus pour essayer de fédérer des publics, je ne sais pas si on en est au point de développer une méthode, mais ouais, c'est l'ambition. Je joindrai la publi auquel je pensais dans la présentation. Je vais refaire une slide là-dessus, comme ça vous aurez des liens. Je pense que si de façon générale, on savait exactement comment faire pour changer les comportements individuels et sociaux de tous les citoyens, ça se saurait. Non. Bah, disons qu'il y a la théorie et la pratique, hein, et je vois bien que même si ce qui nous paraît évident sur certains points, de là à ce que ça soit intégré par des décideurs ou des décideuses politiques, intégré dans la pratique, c'est un autre niveau. Donc, même si on savait exactement comment faire, je suis pas sûr qu'on le ferait. C'est vrai. Très bien. Vincent, c'est à toi. Merci beaucoup Thibaut pour ton exposé, c'était vraiment super intéressant. J'avais juste une petite question pardon, à te poser. Au début de ta présentation, tu as montré une liste de facteurs qui apparaissent comme des freins à la transition écologique. Et il y avait notamment, si je ne me trompe pas, il y avait une estimation de leur impact. Ouais. Et du coup, je me demandais, alors je m'excuse, hein, je n'ai pas été suffisamment attentif, est-ce qu'il y a des biais cognitifs qui figurent dans cette liste? Et auquel cas, quels sont ces biais cognitifs? Sur cette liste, je ne sais pas. Enfin, je retrouve, c'est une bonne question. Alors, par exemple, l'impact des normes sociales, il faudrait voir comment. Donc, l'étude que j'ai montrée, c'était en gros, c'était en Australie, ils regardaient comment dire, les usages de l'eau et ensuite ils les interrogeaient par ailleurs sur un certain nombre de questions pour essayer d'identifier en fait la force de certaines normes sociales à l'échelle du foyer, la sensibilité à des normes sociales de consommation extérieure, etc. Donc ça, on peut considérer ça, je pense, comme des biais cognitifs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une forme comment dire, de conformité à la norme, ça peut être considéré comme un biais. Donc il y a ça de ce point de vue-là. Après, il y avait par exemple le fait d'à quel point est-ce qu'ils sont sensibles aux ordres de grandeur sur leur consommation d'eau, il me semble. Donc là, c'est pareil, c'est peut être considéré comme un biais cognitif.
Donc, pour moi, les biais cognitifs, c'est plus enfin, c'est l'expression de mécanismes cognitifs qui, dans certains cas, peuvent nous éloigner d'un comportement optimal. Et donc, j'aurais tendance à dire que finalement, pas mal des mécanismes qui sont présents, qui sont décrits, peuvent être des biais, parce qu'il y en a quand même pas mal des biais. Euh, donc voilà, ça c'est un élément de réponse, mais je ne pense pas qu'il regarde spécifiquement les biais cognitifs. En fait, il faut regarder de quel type de biais cognitif on parle. Et après, sur ces études qui regardent l'importance relative, alors il y en a d'autres, par exemple, que je connais sur les comportements d'adaptation au dérèglement, enfin, d'adaptation à des périodes enfin, aux inondations, par exemple. Et là, ils regardent, en fait, c'est quoi le facteur qui va enclencher des comportements d'adaptation ou non. En fait, ça dépend vraiment des pratiques. Et de ce que je peux voir, c'est qu'il y a pas mal d'oscillations en fonction du type de pratique et aussi de la qualité possible des méta-analyses, parce qu'en fait, ils agrègent un certain nombre d'études pour estimer des poids sur les différents facteurs. Et très souvent, en fait, il n'y a juste pas suffisamment d'études sur certains comportements pour pouvoir estimer ce poids-là. Euh, voilà. Mais de manière générale, les dimensions plus, enfin, l'environnement social et l'environnement matériel ou physique, ils pèsent quand même pas mal sur les changements de comportement. Et en fait, ça dépend vraiment des comportements. C'est ça qui est un peu traître avec ce genre d'études, c'est qu'on demande, qu'est-ce qui bloque? En fait, ça dépend qui, quoi, comment, de quoi on parle. Et donc, c'est assez difficile d'arriver à faire des généralités. Par Ouais, exemple, parce sur que, Attends. tu vois, je pensais à des biais un peu génériques, enfin, que j'imagine comme génériques dans le cas de la transition, enfin, des comportements qui ont trait à l'écologie, tu vois, comme la préférence pour le présent ou Mm. le biais de statu quo, qu'on peut supposer comme générique. Et tu vois, je me demandais dans quelle mesure on peut quantifier l'impact de ces biais sur les comportements et puis surtout comment tu les mesures, quoi. Ouais. Donc, les études que j'ai présentées là, c'est vraiment une tentative d'agréger les études scientifiques qui sont disponibles sur le sujet. Nous, comme on est sur le terrain, en fait, on fait des études de terrain. C'est-à-dire qu'en fait, on a des hypothèses a priori qui sont issues de ces littératures scientifiques grises, enfin, ce que j'ai montré avant. Et ensuite, on va développer des méthodologies d'enquête assez classiques pour tenter de voir sur une problématique donnée, sur un territoire donné, auprès d'un public donné, qu'est-ce qui semble être le plus déterminant. Et ensuite, essayer d'imaginer quels sont comment dire, les leviers qui permettraient d'y répondre. Et en fait, il y a pas vraiment tu vois, par exemple, sur les élus locaux, là, sur la question de l'habitat, en fait, il y a autant des points de blocage qui sont de l'ordre des croyances, par exemple, ils vont présupposer des préférences des habitants en termes d'habitat, en se disant, mais en fait, les gens préfèrent l'habitat type Ouais, pavillonnaire. ouais. Et ça, c'est typiquement une représentation qui repose sur pas grand-chose, en tout cas, ou des choses un peu plus subtiles, par exemple, qui vont présupposer dans leur choix que les personnes qui viennent habiter dans leur commune et qui ont un enfant dans leur commune, donc les jeunes familles, vont rester dans la commune en fait pendant toute leur vie. Et leurs enfants vont faire la maternelle, puis la primaire, puis le collège, puis machin. Et en fait, un truc qu'on a remarqué dans cette étude qui montre un peu la subtilité du truc, c'est que ils poussaient la construction de pavillons en se disant, en fait, une espèce de théorie un peu derrière, en se disant, en fait, ça va faire venir des jeunes familles et des enfants, et ça va permettre de ne pas fermer les écoles dans la ville. Et parce que si les écoles ferment, ça veut dire que la ville perd du dynamisme et la ville se meurt. Et donc, pour pas que les écoles ferment, je veux faire en sorte d'attirer des personnes qui mettent leurs enfants à l'école, et donc pour ça, je vais construire des logements qui correspondent à ces familles. Et ça, typiquement, bon, déjà, la théorie, enfin, le cheminement qui n'est pas tout le temps conscient, il peut être interrogé, mais aussi, ça repose sur une méconnaissance de la sociologie actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un effet je cherche le terme depuis tout à l'heure, je parle mince. Enfin, les familles se divisent, enfin, il y a des petits divorces en gros. Donc, les gens se séparent et donc il y a de moins en moins de personnes qui vivent en famille et leurs enfants vivent sur le même village. Ou alors ils vont à l'école d'à côté. Enfin, ça repose sur une compréhension sociologique qui est assez dépassée, parce que c'est beaucoup dans les milieux plus ruraux où on était des personnes plus âgées. Et donc dans leur tête, c'est voilà, j'habite à un endroit et mon enfant va grandir dans cet endroit et on vivra plus ou moins heureux pendant longtemps. Alors que maintenant, c'est pas le cas. Les gens viennent, ils achètent une maison, ils se séparent, ils gardent les enfants. Enfin, et donc, toutes leurs décisions en fait, reposent sur une forme de conception, de représentation erronée, quoi.
Je me suis égaré, mais tout ça pour dire que oui, on peut plaquer des grilles de lecture en fonction des terrains et regarder cas par cas, en fait, qu'est-ce qui prime. C'est difficile a priori d'avoir une idée de qu'est-ce qui est le plus déterminant, parce que parfois c'est beaucoup plus tordu que ça, en fait, quoi. Ouais, je vois. Je vois. Ouais, tu veux par exemple estimer un biais cognitif et puis au final, tu te rends compte, tu vois qu'en fait, c'est tout un système de croyances qui est erroné et qui. Ouais, totalement. Où ce biais-là, en fait, c'est pas la cause, mais c'est la conséquence d'autre chose, en fait. Euh, donc c'est assez compliqué à estimer. Et en fait, euh, on a une approche qui est un peu pragmatique, c'est-à-dire qu'en gros, on veut sur le terrain comprendre qu'est-ce qui bloque. Et c'est aussi ça qui facilite le fait de croiser d'autres disciplines comme la sociologie, où en fait, sur le terrain, chacun met sa grille de lecture et chacun met au pot commun ses méthodes, ses hypothèses. Et ensuite, c'est à ce qu'on pourra expliquer le mieux. Donc il n'y a pas de bataille sur quel modèle théorique explique le mieux le comportement parce que le but, c'est de comprendre et se donner les outils d'opérer un changement. Alors, ça fait naître des discussions théoriques intéressantes. Mais au final, ce côté un peu pragmatique, il fait que bah, on n'a pas forcément de théorie, enfin de modèle de compréhension derrière qui est plus sophistiqué que, que ça, quoi. Donc voilà. Mais à force, peut-être que ça permettra de renvoyer des grands points de compréhension, quoi. Mais vu qu'on veut opérer un changement, en fait, on est moins dans le côté comprendre les mécanismes et plus dans voilà, faire ce qui marche. Enfin, c'est aussi simple que ça, quoi. Donc, c'est une autre épistémologie, j'ai l'impression, quand même. Oui, parce que, alors, si je peux juste faire une dernière remarque, parce que, tu vois, tu vois, bon, pour moi qui viens des sciences du comportement, typiquement, tu penses changement des comportements, on pense nudge que tu as rappelé tout à l'heure. Et du coup, je pense que, tu vois, il y a un peu ce prisme où il y a les cas classiques de tout à l'heure sur l'épargne des salariés américains, et on a ce schéma un peu simpliste, entre guillemets, où, tu vois, ils avaient identifié deux, trois biais cognitifs. Et puis, il trouve un dispositif, tu vois, l'automatic enrollment, par exemple, Mhm. etc. Et en fait, ces cas, ils sont un peu stylisés. Et dans les cas que tu traites, toi, qui sont plus systémiques, plus globaux, en fait, ouais, c'est des cas qui sont plus complexes des cas comme ceux de tout à l'heure, qui sont un peu stylisés, où tu identifies quelques biais, et puis au final, tu as un schéma assez simple qui permet de les débunker, quoi. Ouais. Je pense que ça peut marcher sur des choses qui sont vraiment, tu vois, par exemple, la direction interministérielle de la transformation publique, ils ont un truc qui est la simplification des documents administratifs. Donc, ils mobilisent des sciences comportementales là-dessus pour se dire, bah, plus les documents sont accessibles, plus, bah, moins il y aura de non-recours. Donc, des personnes qui ont droit à des droits, oui, qui ont le droit à des droits et qui ne les demandent pas, parce que la complexité administrative fait qu'il y a des espèces de freins énormes à l'entrée. Bah là, ils vont mobiliser un certain nombre de connaissances. Et vu que c'est un outil qui est assez générique, ces documents qui sont assez génériques, bah, tu peux en fait identifier des points de blocage, des mécanismes qui sont un peu communs, et tu peux en tirer une forme de généralité, parce que c'est des outils ou c'est des contextes qui sont très définis. Mais quand on va penser par exemple à la mobilité dans une ville, ça va beaucoup dépendre de la conformation de la ville, ça dépend de l'histoire de la ville, ça va dépendre de là où sont les foyers d'emploi, ça dépend de là où sont situés les restos. Alors même si tu as des patterns un peu similaires de ville en ville, c'est quand même très différent. Et donc c'est dur d'arriver à extraire des espèces de cas où on se dit, OK, c'est ça qui va changer ou c'est ça qui va changer. Et puis les environnements sont plus du tout contrôlés, quoi. La mobilité, tu touches à l'habitat, tu touches à l'alimentation, tu touches à tellement de trucs. S'il pleut pas, si ça monte, si ça monte pas, tu vois, à Marseille, il n'y a que des côtes, quoi. Bah, le vélo, il en prend un coup par rapport à. Donc, tu es dans des cas où la complexité du réel fait que c'est difficile d'arriver à généraliser, en fait. Quand tu es sur un formulaire, quelque chose qui est en ligne, c'est beaucoup plus contrôlé. Donc, tu peux vraiment regarder qu'est-ce qui te pousse à adhérer ou non. Et je te prends juste un exemple quand même d'un cas où, en fait, c'est pas si simple que ça, même quand c'est contrôlé. C'est le cas de l'indice de réparabilité sur lequel j'ai eu la chance de bosser avec le BI Team, Behavioral Insights Team à l'époque, pour concevoir cet indice de réparabilité. Donc l'idée, c'était de dire, sur les ordinateurs, sur les appareils, les téléphones, les trucs comme ça, on met un score de 0 à 10 sur à quel point c'est réparable, sur des critères qui sont, est-ce qu'il y a le mode d'emploi, est-ce que c'est démontable, machin, quoi. Et en fait, cet indice de réparabilité, il est visible maintenant, il est généralisé, il est visible sur tous les sites, si tu veux, où tu achètes en neuf. L'idée étant de pousser les gens à acheter quelque chose qui est réparable plutôt que quelque chose qui n'est pas réparable, parce qu'ils peuvent le faire réparer et lutter contre l'obsolescence, qui est en premier lieu psychologique. C'est-à-dire que les gens renouvellent leur appareil avant qu'il tombe en panne. Donc elle est plus psychologique l'obsolescence que matérielle.
Et en fait, dans ce cas-là, par exemple, donc c'est un truc assez contrôlé, comme un Nutri-Score, si tu veux, quoi. C'est un logo, une information que tu simplifies, que tu mets au bon endroit, machin. En fait, quand on faisait le terrain, par exemple, dans les magasins où ils vendent, donc il n'y a pas que en ligne, où ils vendent des trucs, où ils vendent des portables, des téléphones, en fait, les personnes qui vendaient le téléphone ou le portable, ils l'utilisaient en fonction de leur agenda à eux. C'est-à-dire qu'en fait, si l'ordinateur qu'ils voulaient vendre, ben, en fait, il était bien réparable, ils ajoutaient cet argument commercial en plus, en disant, ah, et en plus, il est bien réparable. Par contre, si l'ordinateur ou le téléphone qu'ils voulaient vendre n'est pas réparable, ils n'allaient juste pas le mentionner. Et donc, quelque part, eux, c'était un échelon intermédiaire qui était que toi, en tant que consommateur, tu ne vois pas le produit et tu vois le score. C'était quelqu'un qui va te conseiller quel produit acheter. Il y a beaucoup de gens qui se font conseiller sur quel produit acheter parce que c'est beaucoup trop complexe sinon. Et bien, ces personnes-là, en fait, sont charnières dans le fait que ces personnes prennent en compte l'indice de réparabilité ou non. Donc, même dans des cas qui sont contrôlés, en fait, tu te rends compte que dans le réel, il y a plein d'effets de ce type-là qui font que même si tu as un truc bien calé, bien polissé, qui marche en labo, en fait, le réel te surprend toujours parce qu'il y a toujours des effets de dévoiement, d'effets rebonds, de trucs comme ça. Ce que je trouve assez passionnant, mais qui donne une forme d'humilité aussi en se disant bah, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Voilà. Bon, après, il y a des choses très génériques, hein, les trucs de faire simple, tous ces trucs-là, plus c'est simple, plus c'est facile d'accès, plus ça marche. Enfin, il y a quand même des espèces de poncifs qui, même ces poncifs, tu le disais tout à l'heure, Anna, ne sont pas pris en compte dans les politiques publiques. Donc, même sur les poncifs, il y a du taf à faire. Alors, imagine sur le reste, quoi. Voilà. Et un dernier point aussi sur le nudge, c'est que, par exemple, dans le cas sur le projet sur l'eau, en fait, on a utilisé beaucoup plus ce qu'on appelle le self-nudging. Et donc, l'idée, c'est pas que ça va être moi qui vais te nudger toi pour que tu consommes moins d'eau, en mettant un sablier, en mettant une douche qui consomme moins, en réglant un machin. C'était beaucoup plus, donc là, c'était les personnes qui disaient, bah, moi, j'ai conscience, enfin, je prends conscience en discutant avec vous qu'en fait, bah, je ne suis pas capable tout seul d'arrêter l'eau de la douche, parce que quand je suis dans la douche, je pense à ma journée, c'est la douche confort, machin. Et donc, ces personnes, un peu comme l'appel à la réglementation que je disais tout à l'heure, disent en fait, si moi, on ne met pas un stop, je vais continuer à prendre ma douche trop longtemps. Je suis conscient de mes propres limites et je suis conscient que. Et donc là, avec les personnes, on a conçu un self-nudging, donc eux-mêmes imaginaient c'était quoi le dispositif qui leur permettrait de les inciter à consommer moins d'eau. Et donc là, c'est plus vraiment en paternalisme, dans le sens où c'est pas nous qui allons nudger ou inciter les gens dans une direction pour qu'ils consomment moins d'eau, c'est plus qu'on leur donne un outil à eux pour s'auto-influencer ou s'auto-nudger, en disant n'étant pas capable de me contrôler ou juste parce que je ne fais pas attention, en fait, je suis juste dans un autre monde, je n'ai pas conscience, c'est une habitude, mais en fait, je me mets un dispositif qui me le rappelle ou qui me permet de. Donc le self-nudging, ça paraît quelque chose qui est assez prometteur dans le sens où c'est des personnes qui, eux, y voient un intérêt, ils voient une pertinence, ils ont compris le problème, et donc ils vont l'utiliser, quoi. Alors que le nudge, le gros problème, c'est que tu le mets en place, au début ça marche, parce que tu as un peu l'effet de nouveauté, machin, et puis très vite, sur beaucoup de nudge, tu as un effet un peu comment dire, ça s'essouffle, en fait. Il n'y a pas de pérennisation du changement, parce qu'au bout d'un moment, il y a des contournements, etc., quoi. Voilà. D'accord, donc une prise de conscience, effectivement, de la faiblesse de la volonté. Ça, c'est quelque chose qui apparaît comme un facteur intéressant sur lequel on peut travailler, quoi. Quand c'est bien amené, c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, c'est parce qu'on avait cette discussion, on a posé le sujet des sécheresses, on a posé la question des pratiques, on a visibilisé aussi les pratiques, je n'en ai pas parlé, mais quand l'eau, en fait, on n'a pas de compteur d'eau facilement accessible. C'est pas comme Linky où on a l'électricité. Et donc, juste les personnes n'avaient pas conscience, en fait. Est-ce qu'ils consomment beaucoup d'eau, peu d'eau, ou est-ce que l'eau était le plus consommée, ou est-ce que l'eau était le moins consommée? Et puis là, il y a des effets un peu de biais parce que la chasse d'eau, c'est très court, une fois, mais c'est 10 litres d'un coup. Alors que la douche, c'est long, mais vu que c'est un peu par diffuseur, même parfois c'est par vapeur, en fait, c'est beaucoup plus diffus. Et donc, le rapport à la quantité d'eau consommée n'est pas forcément évident, parce que des fois, tu as beaucoup d'eau qui part d'un coup, et des fois, tu restes longtemps et tu as moins d'eau. Et donc, on a fait ce qu'on appelle un autodiagnostic. Donc, ils allaient chez eux et ils comptaient, même si c'était approximatif, hein, mais vu que tout le monde était à peu près approximatif, ça permettait d'une part de voir les foyers de consommation chez eux, d'en parler aux autres, en disant ouais, moi je consomme beaucoup d'eau dans la douche, mais en même temps j'ai 6 enfants. Ah, toi, ou 3 enfants. Ah, toi, t'en as 6 et tu consommes moins? Attends, c'est-à-dire qu'il y a un sujet. Alors, pourtant, moi, c'est pas le nombre d'enfants qui explique. Alors, c'est peut-être. Donc, ça crée une discussion. Et ensuite, à partir de là, en fait, ça a permis de reconnaître le problème et de les mettre en posture de OK, la sécheresse, c'est un sujet. Clairement, je vois que je consomme trop d'eau et il y avait un espèce de consensus sur le fait que la consommation d'eau, c'était ridicule. C'était absurde de consommer autant d'eau.
Et donc, je veux agir dessus. Et donc, pour agir dessus, quels outils j'ai à disposition? En sachant que dans le dispositif d'eau, là, il n'y avait pas que des comportements individuels. On a fait aussi un conseil citoyen sur l'eau, ce qui leur a donné à voir qu'on change à votre échelle, mais la métropole s'engage à des changements plus structurels. Vous-même, vous pouvez être mobilisé là-dessus. Donc, on a montré que c'est le chacun fait sa part. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites votre part, comment vous la faites, mais ce n'est pas que vous qui faites votre part, il y a aussi la collectivité qui va le faire, et elle s'engage à le faire en plus de vous. Donc il y avait un côté un peu, voilà, moi je le fais parce que je sais que la métropole le fait, et c'est un peu voilà, chacun tient son rôle. Ben là, pour le coup, le rôle de l'agentivité est clair, c'est-à-dire à partir du Ouais. moment où on a l'impression de participer à un projet auquel on a consenti d'une part et les autres sont dans la même panade que nous, c'est-à-dire il y a pas les sentiments d'être biaisés puisque les autres font la même chose. Là, c'est une très belle stratégie, effectivement, parce que voilà. Mais pardon, juste en passant, je vois qu'il y a Laurent qui nous envoie plein de liens extrêmement intéressants. Cher Laurent, je ne sais pas qui vous êtes puisque je ne vois pas votre nom, mais merci beaucoup, notamment le rapport de GIEC, effectivement, qui est sorti ce matin, sans doute ultra optimiste comme d'habitude. Mais justement, à propos de l'optimisme, je voulais juste signaler que, à propos des biais qui ont été signalés par Vincent, pour moi, les biais qui est le plus pénible dans le contexte du changement climatique et qui semble agir quasiment sur tous les comportements vertueux, c'est le biais de l'optimisme. Parce qu'on fait des efforts et on se dit, ah, mais OK, bon, ça va aller quand même de toute façon. Et ce biais d'optimisme comme vous savez, et pour celles d'entre vous qui ne savent pas, ce qui est fascinant avec les biais d'optimisme, c'est que la perception exagérée, c'est-à-dire une espèce de capacité d'être ultra optimiste face à des scénarios qui sont clairement pessimistes, ça c'est une capacité des enfants et des adolescents et des personnes au-delà qui ont plus de 50 ans. Les gens de notre génération, si je peux me permettre, nous sommes assez lucides, mais ça ne va pas durer. C'est un moment assez court dans notre vie, cette lucidité, c'est entre 35 et 45 ans, d'après Tal Charot, en tout cas, là je reprends ces données. Et voilà, donc, quel est le problème? Le problème, c'est que ce sont évidemment les personnes de 55 ans et plus qui sont au pouvoir actuellement. Donc, je pense que ce biais-là nous plombe de façon assez vertigineuse, non? C'est un... Ouais, je vois l'idée. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont âgés qu'ils sont optimistes. Ah bon, enfin là, bon, c'est une question de... Donc, il y a des études neuroscientifiques qui montrent ce biais-là chez ces populations. Donc, c'est des échantillons assez restreints. Et de l'autre, on va inférer sur les politiques qui sont plus vieux. Je ne sais pas si le lien peut se faire aussi facilement que ça. Et j'aurais tendance à me méfier à le faire aussi facilement dans le sens où... D'accord. Par exemple, je sais pas, dans les associations environnementales, il y a beaucoup de retraités qui sont impliqués aussi. Donc, je sais pas s'ils sont Oui, plus mais optimistes ou pessimistes. ça, c'est une super remarque, mais donc à la défense quand même pour défendre ma position, mais évidemment, toutes les personnes âgées ne sont pas, voilà, leurs cerveaux ne sont pas mangés par ces biais, ça va de soi. N'empêche que les personnes, les hommes et les femmes politiques âgés ont aussi souvent un électorat âgé, ceux qui Voilà. pour eux sont âgés. Donc là, Alors, il y a c'est ça qui s'ajoute et c'est... ouais, ça, c'est peut-être possible que ça soit, ouais, ça peut être un effet, il faudrait tester, hein, mais si en effet, parce que eux, en fait, ils suivent l'électorat étant plus âgé, ouais, peut-être. Après, là, si on a des jeunes élus à l'Assemblée qui sont des jeunes élus et qui sont tout aussi climato-sceptiques ou qui sont dans le déni aussi, donc Et Et aussi, c'est vrai oui, c'est vrai en fait, je dis ça parce que comment dire, pas le danger, mais le petit point avec ces questions de génération, c'est que c'est très utile quand même pour poser des hypothèses. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. En revanche, il faudrait se méfier à pas ce que ça conduise à un biais un peu de lutte intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui sont âgées, notamment les organisations, ont quand même une très bonne lecture du jeu et du jeu politique, et ça peut être des alliés qui sont assez inestimables pour ces enjeux de transition, et des personnes qui sortent d'études ou qui sont plus jeunes n'ont peut-être pas cette lecture du jeu. Donc, faut voir, en fait, je nie pas du tout ce que tu dis, je dis juste, faut voir comment on le mobilise, et il faut éviter que ça devienne finalement un frein au dialogue et aux alliances entre générations. Et par exemple, sur le cas que je donnais tout à l'heure
sur l'habitat. Les élus étaient plutôt âgés. C'était pas une question d'optimisme pour eux, c'était plus une question qu'ils avaient ce modèle qui était, ils voulaient que les écoles restent, donc c'était plutôt pessimiste vis-à-vis de ça. Et ils engageaient énormément de ce qu'ils considéraient être leurs moyens pour tenter d'attirer les familles et de les faire venir. Et la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a fait des ateliers avec eux pour leur faire prendre conscience de ces enjeux et d'essayer d'interroger ces représentations. Ils étaient plutôt allants sur le fait de penser différemment et demandeurs d'outils, etc. Donc voilà, ça ne remet pas en cause ce que tu dis, c'est plus que faut voir comment ça s'inscrit en fait dans l'action et s'assurer qu'on ne parte pas sur des prémices qui nous empêchent voilà, Donc, clairement, bien avoir des sûr. choix, quoi. Mais c'est Bien hyper sûr, intéressant ces études sur le développement. Franchement, au WACLAM, on a des chercheurs qui sont en psychoclinique avec qui on discute, notamment sur ces phénomènes d'anxiété ou d'éco-anxiété, ou ces questions aussi de rapport au risque, parce qu'en effet, des publics plus adolescents ont un rapport au risque qui est différent. Et donc, c'est impératif à prendre en compte ces études développementales. Faut juste voir comment on les prend en compte, quoi. Non, bien sûr. Merci beaucoup pour ça. Il y a donc 2 questions en ligne. D'une part, Kenzo veut savoir dans quel master tu interviens. Et la deuxième question était celle de savoir si tu es confronté à la défiance des politiques envers la science et comment tu fais pour y faire face. Ouais. Alors pour les masters, j'étais en master 2, psycho appliqué de l'Université de Poitiers. J'interviens. Alors après, j'ai des cours à Sciences Po aussi à Paris, mais c'était avec mon collègue Max Molon. On avait un cours à 2, et c'était des masters. Et ensuite, quel autre master? À l'école des ponts, je ne sais pas si c'est niveau master. Et ensuite, j'interviens dans une licence qui est une licence qui vient d'ouvrir, qui s'appelle Bachelor Act, qui est une licence qui est dédiée aux enjeux de transition écologique. Et voilà, et on essaie de monter une UE, sciences cognitives et transition, à l'Université Paris-Cité, mais je ne sais pas si ça se fera, et je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, donc ce moment-là. Voilà, mais ce qui me plaît beaucoup dans ce qui me plaît beaucoup dans ces sujets de master, c'est surtout d'impliquer les étudiants dans cette réflexion, en fait, parce que c'est des moments de formation, et quelque part, ce que j'ai pu en voir dans les masters où j'interviens, c'est que on a des apports très théoriques, et il n'y a pas forcément en fait de rapport à la pratique et au terrain. Et en fait, quand je disais de pragmatisme tout à l'heure, c'est pas forcément que le pragmatisme doit primer, mais c'est qu'en fait, on peut très vite se retrouver démuni quand on a des outils que théoriques, en fait, et quand on arrive sur le terrain. Quand on nous forme, je sais pas, des modèles de changement comportementaux comme la théorie des comportements planifiés, et qu'on arrive sur le terrain, en fait, le comportement n'est pas hyper bien calé ou précis, ou qu'en fait, il y a des dynamiques d'apprentissage ou autre, le modèle il tient plus, et donc on est un peu désarçonné. Donc il y a une forme d'acculturation à la pratique et à l'application, je pense, qui n'est pas encore trop poussée et qui mériterait de l'être un peu plus, quoi. En fait, quand je disais c'est du bricolage, c'est qu'à un moment, en fait, se confronter à ça, de rajouter ces outils, d'avoir une communauté de pratique et d'apprentissage, ce qu'on essaie de mettre en place au Act Lab tout doucement. Le Act Lab est ouvert à toute contribution, il n'y a pas de marque, il n'y a pas payé. Donc je le dis parce que c'est un espace qu'on veut d'échange. Et donc, on essaie de fédérer un peu ces communautés de pratique, parce qu'il y a un moment où... Et donc, je trouve que ces masters, ils parient beaucoup sur la théorie, ce qui est hyper important dans un socle théorique. Je ne dis pas du tout, il faut ce socle théorique, c'est fondamental, on parle de biocognitif, etc. Mais quand on parle surtout de méthode, en fait, méthode d'application, c'est là où il y a une question de quelle méthode mobiliser, quoi. On apprend à faire un questionnaire en ligne sur Qualtrics. On n'a je sais pas combien de répondants. C'est très différent quand on est avec une commune et qu'on va faire un questionnaire auprès des citoyens et citoyennes et qu'il y a une défiance vis-à-vis des politiques, quoi. Transition vers la défiance des politiques vis-à-vis des scientifiques. Non, je n'ai pas forcément l'impression qu'il y a une défiance. Au contraire, il y a une espèce de forme de respect de l'expertise, même si moi je ne suis plus chercheur, je suis plus dans la recherche académique. J'espère y retourner, mais je suis plus, disons, expert. Je pense comme ça qu'on se définirait, ou chercheur indépendant. Et il n'y a pas de défiance, même vis-à-vis de ça. Et ce n'est pas du tout dû au fait que je ne suis pas dans le milieu académique. La défiance, ça peut venir du fait que ces personnes ne parlent pas leur langage, ne comprennent pas leur situation, ne comprennent pas en fait l'environnement de décision dans lequel ils sont. Je pense que c'est surtout ça la défiance. Parce que quand on arrive et qu'on donne de la théorie et qu'on ne comprend pas en fait du tout ce à quoi ils sont confrontés, c'est surtout là en fait. Il y a une défiance vous êtes hors sol, en fait. Ce que vous dites, c'est bien beau, mais ça ne me parle pas forcément. C'est peut-être ce décalage entre connaissance de la pratique et de l'action et théorie ça peut se jouer. Et ensuite, après, bon, c'est des espaces politiques. Donc, il
il y a de la défiance vis-à-vis de tout ce qui ne rentre pas dans l'agenda politique, et il y a des jeux d'influence politique, mais voilà, il n'y a pas une défiance de fait vis-à-vis de la science, c'est plus qu'il y a une, une mécompréhension, enfin un dialogue en fait qui n'est pas forcément facile, il y a une culture de la science qui n'est pas forcément mise en place, et ensuite, c'est que les espaces incitatifs, ils ne permettent pas aussi l'intégration de ces disciplines. Quand on parle d'évaluer les politiques publiques, on aurait dit ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, d'avoir des mesures objectivables, etc. Bah, en fait, ça demande de l'argent, ça demande du temps, ça demande de penser l'évaluation dès le début, donc préciser son objectif, préciser en fait ce vers quoi on veut aller. C'est toute une manière de faire de penser son métier, son action qu'il faut changer. Et ce n'est pas une défiance vis-à-vis des résultats, en fait. Voilà, même s'il peut y avoir une méfiance vis-à-vis de ce que ces résultats donnent. Enfin bon, c'est assez compliqué, mais je ne pense pas qu'on puisse le décrire. Il faudrait faire tout une intervention là-dessus. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça. Et pareil, de la part des citoyens, on parle beaucoup de défiance de la part des citoyens vis-à-vis de la science. C'est assez faux, je pense. Il y a des communautés, quand on pense aux sciences participatives, des gens qui vont compter les oiseaux sur les applis ou qui participent à des protocoles de recherche ou des associations de malades ou de patients. En fait, il y a un intérêt très fort de la part des citoyens vis-à-vis de la science. Donc voilà, je ne dis pas que Pfizer et la Covid n'a pas créé la confusion, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a une défiance vis-à-vis de la science. En fait, si elle est pertinente et si elle est jugée comme apportant quelque chose, je pense que c'est assez évident l'intérêt que ça a, quoi.